L'énergie, elle est cruciale dans notre société actuelle parce qu'elle répond à des défis qui sont majeurs pour nos sociétés et qui sont multiples. Un défi économique, parce que bien sûr, produire de l'énergie, c'est aussi une question d'emploi et d'innovation, liée aux innovations pour les énergies renouvelables. C'est une question sociétale, très importante. Lutter contre la précarité énergétique, rendre plus accessible justement la rénovation thermique des bâtiments, c'est un enjeu d'appui, d'aider les gens à changer de comportement, mais de les aider de manière concrète, en offrant des solutions, y compris financières. Et puis, l'autre grand champ au-delà de l'économie et du sociétal, c'est le champ environnemental. Comment on arrive à produire plus d'énergie localement sans avoir des impacts, par exemple, sur la biodiversité. Et puis, bien sûr, de manière générale, on sait qu'on est dans une phase très compliquée du point de vue climatique, avec un réchauffement important. La transition énergétique est un des leviers pour réduire, on va dire, cette accélération de la température. Cette place de la transition énergétique, elle a mis du temps à émerger parce que de toute façon, en matière énergétique, l'État était quand même puissant, les grands opérateurs énergétiques, et la décentralisation qui a eu lieu dans les autres champs des politiques publiques locales, elle est arrivée dans les années 2000, mais petit à petit. Ça a commencé d'abord d'ailleurs par des interventions sur des choses isolées, du type la HQE, la haute qualité environnementale, qui était appliquée à des bâtiments. Puis, on est passé à des questions d'analyse environnementale de l'urbanisme, par exemple, qui ont été promues par l'ADEME avec l'appui, bien sûr, du réseau des agences d'urbanisme, là, en l'occurrence sur Rhône-Alpes, ces AEU. Et puis, courant des années 2000, entre la loi SRU, qui avait déjà été un énorme progrès en matière d'environnement, et la loi ENE, il y a eu des évolutions majeures. Et les lois ont entériné finalement des évolutions de la société, hein, comme bien souvent, et ont inscrit vraiment dans le droit de l'urbanisme et dans les principes fondamentaux de l'urbanisme les questions climatiques et énergétiques. Et c'est vrai que depuis 2010, là, on a une montée en puissance en matière d'aménagement de ces questions. Nous, à l'échelle locale, on les avait effectivement, les élus du SCOT de la région grenobloise pour qui on a travaillé, ont intégré ces questions-là dans le SCOT. Comment les choix d'aménagement ont un impact sur la réduction des besoins de déplacement, comment, en polarisant le développement, on va inciter justement et en polarisant les fonctions urbaines, on va favoriser déjà les modes plus doux ou actifs selon de déplacement, comment on va offrir les moyens de mettre en place des systèmes de transport en commun efficaces et pas trop déficitaires, rentables, je ne dirais pas ça hein, pour les transports en commun, mais moins déficitaires, parce qu'on peut polariser le développement. Donc effectivement, l'aménagement à une grande échelle, particulièrement à l'échelle des SCOT, et en matière climatique, est important. Les questions climatiques sont pleinement au cœur des projets d'aménagement à l'échelle des SCOT. C'est vrai que l'échelle du SCOT est intéressante parce qu'elle est à la fois relativement en proximité dans un grand bassin d'emploi et elle n'est pas à une échelle trop large comme un SRADET, un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. L'agence, elle s'est impliquée dans ces questions depuis le début des années 2000. Donc les documents d'urbanisme ont leur rôle. En matière de PLU, PLUI, riche de l'expérience qu'on a eue depuis très longtemps à l'agence d'urbanisme, on a pu capitaliser ces expériences et on a travaillé d'ailleurs sur une boîte à outils, la Air Climat Urbanisme, que je vous montre, pour la métropole, hein, avec le laboratoire Pacte, où justement, au sein de laquelle on essaye à la fois de montrer quels sont les leviers possibles dans les différentes pièces réglementaires d'un document d'urbanisme, hein, tout ce qui est diagnostic bien sûr, mais le projet d'aménagement et de développement durable, le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation. Donc cette capitalisation, on l'a mis au service ensuite des PLUI. En matière de PLU ou de PLUI, on a des moyens de fixer les ambitions dans un PADD et derrière de décliner ça à partir de prescriptions réglementaires.
ces prescriptions réglementaires, elles peuvent toucher énormément de champs. On peut optimiser les atouts d'un territoire en prenant en compte l'ensoleillement, le vent, etc. On va pouvoir mettre en place des règles différentes sur l'implantation des constructions, sur les hauteurs autorisées, sur la protection du végétal, etc. On va pouvoir aussi anticiper sur la réglementation thermique. C'est vrai que c'est une solution qui avait été adoptée d'abord par la ville de Grenoble, puis reprise par d'autres communes de la métropole et qui a été intégrée au PLUI. On peut identifier des secteurs sur lesquels on a des performances énergétiques renforcées. Et ces secteurs-là font l'objet d'obligations de résultats. Et donc c'est une possibilité qui est intéressante à développer sur des secteurs. Peut-être pas à l'échelle de toute une commune ou tout un PLUI, mais sur des secteurs, ça peut être très intéressant. On a une multiplication des vagues de chaleur et on sait que d'ici 2050, la canicule 2003, ça sera 1 an sur 2. Donc effectivement, se préoccuper maintenant concrètement, et pas seulement là dans la métropole, mais aussi dans les bourgs, dans les villages, dans les petites villes, c'est important d'aider nos concitoyens à faire les bons choix et bien sûr d'aider les professionnels à suivre le mouvement et à travailler pour justement se protéger de la chaleur, pour garantir une bonne évacuation de la chaleur et puis pour se rafraîchir. Et donc le rafraîchissement, il vient particulièrement des choix qui sont faits dans les couleurs, dans les matériaux. Alors les matériaux, on ne peut pas les gérer dans un document d'urbanisme. Par contre, les couleurs et la végétation, c'est les outils cruciaux, fondamentaux en matière d'environnement dans un document d'urbanisme. Et là, on peut gérer. Ensuite, un document d'urbanisme, il peut aussi intervenir à travers ces règles pour favoriser les énergies renouvelables. Et on peut, je vais citer un exemple parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Sur la métropole, dès qu'on a plus de 1000 m² de surface de plancher ou plus de 1000 m² de surface de stationnement, il y a des obligations de production d'ENR qui sont imposées avec des nombres de kilowattheures par mètre carré. Parmi les outils d'un document d'urbanisme, les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles sont des outils qui sont vraiment précieux pour la transition énergétique parce qu'ils permettent d'être relativement en amont, ils permettent à un moment où on élabore un document d'urbanisme, on sait les dynamiques d'évolution des quartiers et ils permettent de mettre en lien la programmation énergétique, notamment des réseaux, donc les dessertes en réseau, avec la programmation urbaine et de bien articuler les deux et de pouvoir mutualiser les moyens. Parce que forcément, une chaudière, par exemple, bois déchiqueté, c'est un coût qui doit être assumé par un volume de logement, par un volume aussi de commerce, par un volume d'équipement. Et donc effectivement, en ayant ces réflexions, non pas à une grande échelle, mais à une échelle, on va dire, de quartier, ou un peu plus large qu'un quartier, qui est le rôle des EAP, on arrive à pouvoir offrir des solutions qui vont faciliter, on va dire, la transition énergétique, qui vont aussi faciliter la vie des gens, parce que qu'est-ce qu'on cherche ? C'est quand même aussi le bien-être des citoyens, c'est de les aider à avoir un bâtiment qui n'est pas énergivore et les inciter à pouvoir mettre en place des dispositions. Je sais qu'en ce moment, on a de plus en plus de poulaillers urbains, effectivement, et réserver des espaces pour ce type de solutions, des productions locales, de l'agriculture urbaine, comme on dit, c'est une incitation très intéressante qui décline de ces réflexions urbaines. Alors le plan climat-air-énergie territorial, on peut se dire qu'il peut être, selon l'avancée des travaux, il peut être un chef d'orchestre justement à l'échelle intercommunale pour enclencher cette transition énergétique, favoriser cette transition énergétique. Mais il ne peut pas viser toutes les actions opérationnelles, il doit s'appuyer sur l'ensemble des autres politiques publiques qui sont menées par la collectivité. C'est bien les différentes politiques publiques menées qui vont concourir à la transition énergétique. Il ne faudrait pas croire qu'on a un document miracle. Chacun doit avoir apporté sa pierre à l'édifice et on espère un bel édifice. Transition énergétique, ça doit pour moi rimer avec transition écologique et puis avec aussi les notions de bien-être, de santé et d'équité sociale.
Il ne faut pas dissocier ces aspects, sinon je pense qu'on se trompe d'objectif.